Bien, pourquoi l'accompagnement, moi qui ne suis pas médecin? Parce que j'ai toujours assumé mes choix et souhaité que ceux des autres soient respectés. Très jeune, j'ai été confrontée à la douleur. Entre autres, j'ai vu ma grand-mère paralysée survivre 23 ans dans son lit. Ma mère mourir jeune d'un cancer généralisé et ne pensant plus qu'à se défenestrer. Elle me demandait même de la porter sur le balcon. Mon père être petit à petit gommé par la maladie d'Alzheimer. Le bénévolat exercé dans les hôpitaux français il y a une quarantaine d'années m'a démontré que trop souvent les malades souffraient autant de l'apitoiement lu dans les yeux des autres que de leur maladie, souvent par manque de dialogue. Pour moi, il était donc essentiel, à ma petite échelle, de faire évoluer les mentalités en informant certes, mais aussi en accompagnant des compatriotes sur le chemin d'une mort choisie. L'accompagnement est une approche globale qui prend en compte toute la personne, sa vie, son entourage. Un accompagnement donne des pistes, des réponses, sans jamais forcer la décision de ces femmes et de ces hommes. Dès le premier contact, qu'il soit téléphonique ou face à face, l'écoute est indispensable. Si la demande me paraît recevable, après examen des éléments médicaux, je ferai mon possible pour orienter ce compatriote vers un médecin belge ou une association suisse. Lorsque le cas est relativement facile, c'est-à-dire très clair dans la pathologie, etc., il m'arrive de gérer, d'être le lien entre la personne et l'association ou entre la personne et le médecin belge. Ceci dit, quand le dossier me semble plus complexe et je connais mes limites, j'oriente vers Françoise, vers Denis, vers François Guillemot, vers Marc, etc. Il me semble en effet qu'être en lien pour un dossier avec l'un des membres de la commission médicale est une aide indispensable. Pour la Belgique, j'accompagne parfois les gens à leur consultation. Pour la Suisse, je reste en contact avec l'association choisie par le malade et interviens parfois pour rassurer ce dernier qui s'inquiète d'un délai ou d'un document à refaire. Parce qu'effectivement, comme ça a été mentionné tout à l'heure, il n'y a pas de consultation avant par des médecins avec une association suisse, mais il y a beaucoup plus de documents administratifs à fournir en Suisse qu'en Belgique. La rigueur est essentielle dans le traitement des dossiers. Une relation s'établit tout au long de la procédure, qui peut durer 3 mois, tout comme 2 ans. J'échange souvent avec cette personne, parfois aussi avec ses proches. Ça m'est arrivé encore hier. Plusieurs fois par an, je suis présente jusqu'à la dernière minute et je reste souvent près de la famille une fois la mort survenue. Il m'arrive d'échanger avec un enfant ou une épouse encore 1 an, 2 ans, 3 ans après la mort de leurs proches. Accompagner quelqu'un vers sa fin de vie, c'est reconnaître et respecter les droits de cette personne. Celle-ci peut à tout moment hésiter, reporter ou annuler son projet. Et je terminerai en disant, n'oublions jamais que l'accompagnement exige disponibilité, empathie et rigueur, mais restons modestes. L'acteur principal est bien le demandeur, pas l'accompagnant. Ces 3 témoignages très complémentaires, est-ce que vous avez des questions à poser ? Oui. Ça marche. J'ai une question pour Marc. Bon, dans le cas de notre mère à l'hôpital à Paris, l'hôpital Boca, ils n'ont jamais mis d'obstacle à ça. Ils ont accepté donc, pour la sortie et tout ça. Donc ma question est-ce que dans le cas que vous avez cité de ce monsieur avec Parkinson, est-ce que dans l'EHPAD, comment vous avez réussi à faire des visios et comment est-ce qu'il y a eu des obstacles ? Donc, c'est-à-dire que dans le cas précis, l'EHPAD et le personnel de l'EHPAD n'a pas fait d'obstacle à ce qu'il y ait des visios. La chambre du patient a été considérée comme un espace privé et la visio a eu lieu en
en présence donc du docteur Damas la première fois, docteur Dubois la deuxième fois, qui sont des médecins belges. Nous, on était en visio également, en tant qu'accompagnants. Et puis, il y avait le patient lui-même, évidemment, son épouse et leur fille unique. Et le gendre qui s'occupait de la partie technique, c'est-à-dire de l'écran et du son. Il n'y a pas eu d'obstacle, non. C'est un EHPAD. Je suppose que le patient et sa famille pourraient exiger un temps qu'il leur est réservé pour réaliser l'entretien. Je suppose que oui. Ce serait ce qu'on appelle le droit du patient. L'hôpital ne s'oppose pas au départ du patient, sachant où il va. Le patient, je pense que nous, il y a une triade à laquelle on est très attaché, c'est les droits du patient, les soins palliatifs et l'aide à mourir. Voilà ce que nous souhaitons. Et pour le départ de l'hôpital, je pense qu'en effet, le patient doit pouvoir exiger son départ. Oui. Oui. Une décharge. Il peut signer une décharge. Moi, j'ai été témoin. Chez sa fille. Oui. Moi, j'ai été quand même témoin d'une personne en EHPAD, puisque là, pendant 3 ans, ma maman était en EHPAD. Elle est décédée au mois d'août. Et j'étais donc accompagnante aussi, bien sûr. Une personne avait donc pris la décision, pareil, de partir comme ça. Et donc, l'EHPAD s'est opposé à ce qu'elle soit transportable. Parce qu'elle n'était pas transportable. Voilà. Il ne voulait pas prendre la responsabilité de prendre cette décision-là. Le médecin de l'EHPAD a dit non, moi je m'oppose à la sortie. Voilà. Et comme c'était une personne qui n'avait pas de famille, donc il y avait une personne de confiance, elle était en pleine conscience, hein, donc elle était très consciente, puisque voilà. Mais la personne de confiance, du coup, apparemment, n'a pas insisté ou n'a pas, je sais pas. Mais ça a été voilà. Non, je veux dire. Seulement parce qu'elle est amie et partage nos idées. Il faut quelqu'un, je vais peut-être être grossière, mais il faut quelqu'un qui en est pour éventuellement faire face au corps médical ou à une direction d'EHPAD et exiger que soient respectées les volontés de la personne qu'elle représente. Mais ce n'est pas toujours évident. C'est d'autant plus pas évident que des personnes qui sont sans famille, c'est un peu comme les avocats mis d'office, hein, on leur met une personne de confiance d'office. Donc là, à ce moment-là, ça peut être l'association des petits frères des pauvres, ça peut être n'importe quoi. Et à ce moment-là, ça peut être des gens un peu mous, hein, pas forcément. Voilà, c'est ce que je dis. Et malheureusement, dans les EHPAD, il y a quand même beaucoup de gens seuls, sans famille, beaucoup de femmes, hein, faut bien le dire. Et c'est un problème, ça, parce que ces personnes ont fait les démarches en ayant confiance, voilà, avec oui, et puis voilà, ça se termine comme ça. D'accord, une personne qui est en soins palliatifs, qui demande une aide active à mourir, difficile, hein. Moi, ça a été l'échec à chaque fois. Hein. Donc, la solution, il faut que la loi change et puis revoir tout ça. Enfin, je veux dire, on bricole. Enfin, chacun fait ce qu'il peut dans son coin, mais il faut arrêter. Enfin, je veux dire, c'est plus possible. Je crois que Denis voulait jouer. Oui, moi je voudrais dire un petit mot sur ce qui n'a pas été dit de la part de mes 3 amis. D'abord, pour montrer qu'en fait, on n'est pas militant d'un truc. On s'embarque dans un truc parce que ça nous semble normal, ça nous semble humain. Françoise, elle m'a dit, tu sais, hein, les trucs administratifs, hein, je ne veux pas en entendre parler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est accompagner les malades. Super. Marc, il n'a rien dit. Mais Marc, il a préparé un enseignement pour les médecins
avec des PowerPoint très bien faits. Et donc, on sera prêt, grâce à lui, à faire des formations médicales continues. Bon, au début, il me dit « Oh là là, je ne suis pas capable. » Tout à fait. Nathalie, j'ai même rien à dire. Ça prouve qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être médecin. Hein, et on peut être complémentaire sur des problèmes techniques, ça c'est pas important. Mais sur le plan de la relation humaine, n'importe qui peut le faire. Donc venez, accompagnez, faites quelque chose. Ça nous semble très important. On ne peut pas en permanence dire ah, c'est vrai, la loi n'arrive pas, alors on ne peut rien faire. Non, on peut faire quelque chose. Vous remarquerez qu'on est tous d'un certain âge. Hein. Or, on va être embêté avec la loi, puisqu'il est marqué un petit mot, on s'est bagarré là-dessus, seront seulement autorisés les médecins en activité. Et ça exclut donc tous les médecins en retraite qui auront justement du temps pour passer. Et quand on voit en Belgique, ou on voit au Canada, à Québec, il y a un grand nombre de médecins retraités qui apportent leur soutien aux médecins généralistes, qui sont souvent débordés, qui n'ont pas le temps d'écouter ou d'accompagner. Hein. Donc c'est un point. Une loi, il ne suffit pas d'une loi. Hein. Il suffit parfois d'un mot ou de 2 mots pour qu'on soit vraiment freiné dans l'application de la loi. Donc voilà, moi d'abord j'ai beaucoup d'affection pour mes amis. Une seule chose, c'est que ces consultations de fin de vie. J'ajouterais simplement une seule chose pour Dany, par rapport à Denis. Ces consultations de fin de vie, c'est généralement 1h30, 2 heures. Alors, vous voyez actuellement, avec les problèmes des médecins généralistes, bon, si on n'a pas le droit, enfin, on n'a pas la possibilité de le faire, ça va être l'échec. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire ce type de consultation en moins d'1 heure, c'est pas possible. Et on les répète. Hein. C'est pour ça que je veux dire, c'est une organisation, c'est un suivi. Moi, j'ai suivi des gens pendant 2-3 ans hein, qui avaient le feu vert et puis qui continuaient. Donc, ça fait beaucoup de monde à suivre, beaucoup de consultations. Maintenant, il faut du monde, il faut des accompagnants, il faut des médecins, il faut du monde pour gérer ça. La solidarité. Et la solidarité énorme qu'on retrouve beaucoup à l'association Le Choix. Oui, moi, je voudrais parler d'une procédure un peu particulière que j'ai vécue. Une personne qui avait été, son dossier avait été agréé chez l'AF Sarcle en Suisse, qui était impotente en EHPAD, qui ne voulait pas évidemment la laisser partir. Donc, avec des amis, on a donné comme prétexte un dimanche qu'on invitait cette personne au restaurant. Il y avait l'ambulance dehors, une voiture, et puis voilà. Et au retour, la gendarmerie nous a convoqués, mais ça n'a pas été plus loin. Voilà. Alors, moi, maintenant, puisqu'on est un peu dans le... Moi, j'ai eu un fils qui a eu un gliome, une tumeur du cerveau, qui a été pris en soins palliatifs, en soins palliatifs à domicile. Et à un moment donné, j'ai dit bon stop, et j'ai fait comme toi. On a pris une ambulance et on a dit à l'équipe de ne pas venir parce que ce jour-là, on faisait une fête, une réunion familiale, et on est parti en Belgique. Mais partir dans ces conditions-là, vraiment, c'est insupportable. Enfin, je veux dire, et on l'a fait, quoi. Mais vraiment, c'est pas à faire, quoi. Moi, je voudrais pouvoir témoigner, comme vous pouvez vous-même vous rendre compte de l'impact que ça a sur nos professionnels de santé. On ne fait pas ça à la légère. Marc a prouvé son émotion. Françoise aussi. Denis aussi. Tout le monde, chacun des soignants qui interviennent dans ce cadre-là, savent dire à quel point c'est lourd de faire ça. Ça ne se fait pas à la légère. Ça ne se fait pas pour des raisons économiques, pour supprimer les vieux. Quand on nous dit c'est plus facile de supprimer les gens, non, c'est pas vrai. On a besoin vraiment du soutien des autres et on ne fait pas ça à la chaîne. Mais je dirais qu'il y a aussi beaucoup de joie. Accomplis, ce sont des moments absolument magnifiques. Mais ce que je voulais surtout dire par rapport à tout ce que vous avez apporté,
par rapport à la future loi, ce qu'il est important d'exiger, justement, c'est la dépénalisation en ce qui concerne les médecins et tous les personnels médicaux, les infirmières, parce que c'est un sacré frein. Qui peut accepter de mettre en cause, en balance son avenir professionnel, être attaqué en justice. Bernard, par exemple, qui l'a fait. Bon. Et les conflits d'équipe. Oui, aussi. Mais Bernard Senet s'est ouvert sur le fait qu'il pratiquait des euthanasies de longue date et il n'a pas été inquiété pour ça. Son procès tient au phénobarbital et aux produits. Je m'excuse pour la question qui est vraiment... parce que ce que vous dites là, c'est essentiel. C'était juste Madame Bergeron, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Donc elle fait tout le dossier. Et puis elle a dit, s'il y a Alzheimer, le dossier ne marche pas. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Si, vous avez bien compris, parce qu'il faut une capacité, une conscience totale. Et s'il n'y en a plus la conscience... Alors, Alzheimer, on peut le faire dans les stades 1 ou 2. Ça, c'est possible. Hein, mais il ne faut pas attendre la perte de conscience. Parce qu'on ne peut pas y avoir accès. Non, mais vous avez raison, je n'ai peut-être pas été très claire non plus. Hein. Et donc, je voudrais juste revenir sur un point un peu positif par rapport à l'hôpital que mon frère a un petit peu évoqué. C'est que quand on a pris la décision de l'emmener, qu'on en a parlé donc au service de gériatrie aiguë de Brocard, les médecins nous ont dit « Ok, on s'occupera d'elle parfaitement jusqu'au jour où elle part. » Et elle ne peut pas partir un vendredi, donc ils ont organisé ça. En plus, il fallait qu'on parte très tôt. Donc ils ont accepté de faire une sortie très tôt. Et là-dessus, je dois dire que l'hôpital à Paris nous a parfaitement bien accompagnés. Et ça, je tiens à le dire parce qu'ils ont été super avec elle aussi. Je reprends la parole pour dire que merci de ces témoignages-là, mais il faut bien reconnaître qu'en France, toute la décision à l'hôpital revient en fait au chef de service. Hein. J'ai assisté en tant que personne de confiance à des conseils où des personnes demandaient une euthanasie et autres. Et il suffit qu'une personne dans l'équipe dise non pour que ce soit non. Et ça dépend énormément du chef de service. Et j'ai assisté à des agonies après qui duraient 8 jours, 9 jours, des trucs abominables. Donc, c'est vrai que c'est important qu'on arrive à convaincre les médecins et qu'on puisse les protéger, les équipes médicales.